Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à des idées de business. On va essayer de brainstormer un peu. Aujourd'hui, tu es à l'île Maurice. Moi, je pars en Thaïlande bientôt, en janvier. Euh, et en fait, on se rend compte qu'en voyageant, il y a pas mal de business qui pourraient cartonner en Europe. Cartonner en Europe, cartonner en France. Ils ne se font pas encore. Et inversement aussi, les business qui marchent bien en France, en Occident et qui viennent aussi dans les autres pays. Donc, le but de la vidéo du jour, c'est de parler idées de business dont l'inspiration nous vient de l'étranger ou qu'on peut faire ailleurs, quoi. Ok. Bah écoute, je te laisse démarrer. Eh ben, très clair. Ouais, écoute, moi ici en arrivant la semaine dernière, j'ai découvert un business dont je suis sûr à peu près qu'il fonctionnerait en Europe. À ma connaissance, ça n'existe pas. Alors, peut-être que je dis une bêtise, on va nous dire dans les commentaires que ça existe, mais à mon avis, en France, à minima, ça n'existe pas. Euh, Ce business ici est appelé MyChauffeur. MyChauffeur, quand ils te le présentent, ils te disent que c'est un équivalent d'Uber. Donc, tu me diras, Uber, ça existe, no problème, mais tu vas voir, il y a une subtilité hyper importante. Donc ici, il faut savoir que juste pour donner un peu de contexte, quand tu conduis, le moindre trajet prend une grosse demi-heure, voire plusieurs heures. Alors qu'on parle de très 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 peu de distance. Les routes sont pas extra, les bagnoles, bon, tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de gens. Et donc, et autre chose, tu fais quasiment rien à pied. Donc c'est compliqué de se dire, nous en France, on dit tiens, je vais à pied ou je prends un transport en commun et hop, je suis dans le centre de Paris, bim bam boum, je prends mon verre, je reviens. Là-bas, ça n'existe pas. Donc c'est très compliqué. Donc ils ont créé MyChauffeur. MyChauffeur, ça fait quoi concrètement? C'est tu vas à ta soirée avec ta bagnole et quand tu reviens, on t'envoie pas un, mais deux chauffeurs. Un qui vient te chercher à l'endroit où tu es, machin, et un autre qui vient chercher ta voiture et qui la ramène chez toi. Ça évite que tu rentres bourré, ça évite évidemment que tu que tu es allé chercher ta bagnole le lendemain, machin. Ça facilite quand même grandement la vie de plein de gens. Et ici, c'est une appli qui cartonne. C'est devenu l'appli numéro 1. Il n'y a pas Uber, ou en tout cas, Uber est sous-utilisé ici. Et ce qui marche, c'est MyChauffeur, où en gros, tu ne payes, enfin, à l'aller, tu vas avec ta voiture. Au retour, tu as deux mecs qui viennent et qui ramènent à la fois toi et ta bagnole. Ah, c'est hyper smart. J'avais eu vachement ce problème quand j'étais à Bali, à Canggu, où lorsqu'on partait en soirée, nous c'était davantage avec les motos. En effet, on n'était pas forcément en état de revenir en moto avec notre moto. Et du coup, c'était hyper chiant parce qu'on devait revenir avec un chauffeur et le lendemain matin, on devait revenir reprendre un chauffeur et faire à nouveau l'aller-retour, ce qui était très contraignant. Donc, ouais, Exactement. hyper intéressant. Et ça marche parce que vous êtes en voiture. D'ailleurs, c'est quoi le moyen de locomotion là-bas? C'est surtout voiture ou les motos? Là-bas, c'est quasiment que voiture. Il n'y a pas cette Ah, voiture, ok. culture de. Je vois très bien de quoi tu parles. Il n'y a pas cette culture, toi, du scoot ou de la moto que tu Ouais, as c'est ça. dans beaucoup d'îles. Ici, les gars qui utilisent des motos ou des scouts, c'est quand même plutôt des locaux. Quand tu es, occidental ou que tu viens, on t'invite très vite à louer une bagnole ou à prendre des taxis. Ok. Nous, là, on a pris une bagnole, mais voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un business. À mon avis, on est quand même, la France, un pays de fêtards, de buveurs, et on a plein d'endroits où tu n'as pas tant de transports en commun que ça. Tu as plein de gens, tu vois, qui rentrent bourrés. Je pense que ça, en France, ce serait un très bon business. Le seul truc, c'est que je pense qu'en France, faire venir deux chauffeurs, ça coûterait une couille. Ça coûterait méga, méga, méga cher. Là où ici, avec le prix de la main-d'œuvre, tu peux te permettre pour l'équivalent d'une course Uber d'avoir deux mecs, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Et en donc, ça, c'est plus, vraiment. c'est vrai qu'avec tous les transports en commun, est-ce que les personnes vont vraiment en soirée avec leur. Ouais, non, non, c'est une réflexion de parisien, ça. Ouais, En effet. ouais. Je te confirme qu'il y a beaucoup de gens qui vont en soirée en voiture encore. Ok. Ouais. Tu vois, par exemple, comme je pense que les gens le savent maintenant, moi, je vis à Bordeaux le reste du temps. Et donc, à Bordeaux, si tu n'es pas dans le centre, tu vois, si tu veux aller au resto ou en soirée, légèrement en dehors de la ville,
à moins que tu sois sur le tracé du tram, oublie, tu vois, tu vas devoir prendre la bagnole à un moment ou à un autre. Alors, évidemment, tu as assez de trucs en centre-ville pour, mais quand même. Mais d'ailleurs, ça soulève une question, c'est aujourd'hui le transport rapide, c'est quand même vachement orienté sur un modèle à la Uber. En 2 clics, on peut avoir accès à ce type de transport. Ton idée elle est intéressante. La question que j'ai, à ton avis, c'est quoi la prochaine innovation que l'on va avoir, ce qui va venir disrupter un Uber? Parce que les Uber, il y a pas mal de boîtes qui ont essayé de concurrencer. Ok, fine, mais à chaque fois, c'est le même type de service. Ou alors, à la marge, on va faire en sorte d'avoir une voiture plus classe, un chauffeur plus poli, ce genre de choses. Ou alors des prix moins chers. Est-ce que tu vois tout comme Uber, un peu disrupter les taxis, encore une fois, quand même à la marge, puisque l'innovation, enfin, les taxis existent depuis toujours. Est-ce que tu penses que une autre boîte va arriver, il va réussir à disrupter Uber? Peut-être avec les voitures autonomes. Ouais, moi je pense que ce sera plutôt une innovation technique, si tu veux. Voiture Ok. volante, voiture autonome, éviter les bouchons, quoi. Mais là, j'ai pas une idée tout de suite, tu vois, de me dire qu'est-ce qui manque dans Uber et qui est vraiment pénible. À mon avis, ça viendra, tu vois, ouais, d'une grosse innovation technique qui va venir bouleverser le truc. Et là, si Uber est pas assez rapide pour saisir l'opportunité, alors ils peuvent se faire baiser par quelqu'un qui le ferait. Je te donne un exemple très simple, mais tu as Tesla qui dit on va permettre de mettre les Tesla en libre circulation, machin, et ça tuerait Uber immédiatement. Tu aurais l'appli Tesla et ta Tesla, elle viendrait te chercher chez toi, elle te ramène ailleurs, tu vois. Et en plus, il prévoyait d'utiliser, tu sais, Elon Musk, les Tesla des gens pendant qu'ils ne s'en servent pas et de les rémunérer pour ça. Et donc là, ta bagnole devient plus ou moins un actif. Tu achètes ta bagnole, tu la laisses tourner toute la nuit pendant que tu dors pas, pendant que tu dors et que tu t'en sers pas, toute la journée quand tu es au bureau, toutes les vacances quand tu n'es pas là, machin. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu te sers de ta bagnole peut-être 5 ou 10% du temps. Énorme maximum, même 10% du temps, c'est énorme. Tu roules pas 2h40, tu roules pas ouais, enfin 2h, 2h30 tous les jours, tu vois. Euh, tous les jours, tout le temps, sans interruption, en moyenne. Ouais. Impossible. Ça, il l'avait annoncé il y a très longtemps, je crois, parce que déjà à l'époque où on était ensemble à l'école, je crois que j'avais lu ce type de choses. Euh, Je crois qu'il l'a annoncé et- en 2016 ou 2017, si je dis pas ah de ouais, ok. conneries. Et, je sais pas si tu suis un peu l'évolution de Waymo, la voiture autonome de Google, qui est en train de vachement s'étendre. Au début, c'était juste à San Francisco, et je crois que maintenant, il déploie des flottes à New York et d'autres États, dans d'autres villes. Peut-être que finalement, c'est eux qui sont le plus proches d'arriver à démocratiser ce côté voiture autonome, Ouais, de toute VTC façon, autonome plutôt même. Google, c'est un gros truc. Enfin, le transport pour Google, c'est un gros sujet. Ils ont acheté Waze, ils ont Google Maps. Je pense que tu as le marché du GPS, il doit leur appartenir à 80% aujourd'hui. Si je dis pas de conneries, hein, il faudra vérifier, mais bon, quand même. Ils sont. Google était un des premiers investisseurs dans Uber, hein. Google, je crois, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais ils avaient mis 20 ou 50 millions dans Uber dans les 2-3 premiers tours. Il faudrait que je revérifie exactement quand, comment, machin, mais c'était un des plus gros investisseurs. Alors, je crois qu'ils sont sortis, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, et d'ailleurs, il y avait eu un problème entre Uber et Google sur l'utilisation des véhicules autonomes. Parce que quand Uber a voulu attaquer les véhicules autonomes, Google lui a rappelé qu'il faisait concurrence à une de ses filiales ou je sais pas quoi, et le truc avait été un peu tendu. Ça y était dans la série sur Travis Kalanick. T'expliquer. Je me souviens plus l'histoire exacte, mais à vérifier. Mais Google, enfin, dans tous les cas, Google, le transport, c'est vraiment un de ses gros sujets. Un de ses très très gros sujets. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, tu sais, ils avaient sorti Sidewalk Labs, qui était un projet de Smart City. Et le transport était vraiment au cœur de la problématique, avec des souterrains pour faire passer tous les camions, type poubelle, type maintenance, type livraison, avec, tu vois, des transports en commun nouvelle génération, enfin, mettre des Uber ou des Waymo avec des routes bien carrées pour qu'elles puissent faire tout ce qu'elles ont à faire. Enfin, tout ça était très très présent dans leur business plan. Mais écoute, super intéressant. Bah toi, du coup, business numéro 2. Ah, tu m'entends? Allô, allô.
Allô, allô? Allô? Tu m'entends? Allô? Ouais, ma connexion a sauté, mec. Je suis Allô? surpris. Ouais, ma Ah, connexion. putain, c'est moi qui. Je croyais que c'était moi. Ah, au début, je pensais que c'était toi aussi, et après, bon. Bon, bah, l'appel est toujours enregistré, donc y a pas de souci. Ok, ok. Ouais, t'inquiète. Donc, point numéro 2? Ouais, point numéro 2. Dans un monde totalement différent, à Bali, il y avait un truc que j'aimais beaucoup. C'était qu'au juste en sortant de la maison qu'on avait louée, on avait une sorte de petit boui-boui, de petite camionnette. Mais quand je dis camionnette, c'est un truc de vraiment minuscule, avec seulement la place d'avoir une personne qui est à l'intérieur et tout ce qu'il faut autour pour faire des cafés. Et faire tous les types de cafés, les meilleurs cafés. Ils étaient connus pour faire les meilleurs cafés et c'était en termes d'espace que ça demandait, c'était vraiment rikiki. Et en termes d'ingrédients, c'était aussi très simple finalement, tout ce qu'il faut pour faire un café. Et il y avait une queue tout le temps. Et pourtant, ils étaient mal positionnés. Ils étaient pas forcément dans les endroits les plus stratégiques. Il y avait une queue tout le temps et les cafés n'étaient pas non plus super donnés. Ce genre de choses, je ne sais pas à quel point c'est possible de le faire en France et de les mettre en face de tous les gros bureaux et de les mettre en face de tous les lycées, en face de toutes les facs, en face de toutes les écoles, de faire des cafés assez chers, parce que haut de gamme, un peu comme on peut en retrouver sur Starbucks, et donc mettre des cafés à 2, 3, 4 euros, 5 euros avec des petits bonus, pourquoi pas. Et à la limite, rajouter des upsells avec des croissants, avec des cookies. Généralement, les cookies, d'ailleurs, on peut standardiser type café cookie, café cookie, café cookie, café cookie. Donc très simple en termes d'espace. Et comme stratégie, le fait d'avoir pas du tout d'espace où s'asseoir, c'est juste c'est même, en fait, c'est même pas les camions à pizza. Les camions à pizza, c'est assez large, c'est assez volumineux. Là, l'idée, c'est d'avoir un truc vraiment extrêmement Ouais, réduit, je minuscule, vois très très bien. absolument tout autour, et avoir un modèle finalement hyper rentable. Parce il faut payer un seul mec, il faut payer l'espèce de petite camionnette, micro-camionnette qui, à mon avis, coûte pas très cher. Et puis après, c'est les ingrédients. Et par contre, après, on a un volume de dingue parce que on est hyper bien positionné. Et surtout, on a des paniers moyens et une rentabilité super intéressante parce qu'on va essayer de vendre les choses assez chères. Soit parce qu'on vise des personnes qui ont les moyens, en face d'école, de fac, et des trucs un peu fancy, soit parce qu'on va essayer de mettre des upsells avec des cookies à 2-3 euros. Ça marche bien si tu as un très bon branding. Là, pour moi, ce genre de truc, c'est un jeu de branding. Parce qu'en effet, ton kiosque, on va appeler ça, te coûtera pas très cher, tu vois. Kiosque. Ici, là, il y en a plein, tu vois. Ici, tous les vendeurs à la sauvette, tu vois, ils ont un kiosque qui, en effet, fait tu vois, peut-être max 2 mètres de long, tu vois. Enfin, et vraiment, c'est le max. Mais il n'y en a pas qui sont pleins comme ça. Et je ne sais pas si c'est transposable en Europe, parce qu'ici, c'est plutôt culturel, tu vois. C'est plutôt les locaux qui mangent là, et ainsi de suite. Par contre, ce qui peut marcher, à mon avis, c'est des kiosques où tu es sûr de la qualité, en France, tu vois, par exemple, avec un putain de branding vraiment à la mode. Et en effet, tu t'installes ton kiosque juste à la sortie de lieux stratégiques. Tu l'as dit, bureau, école, fac, lycée éventuellement, centres commerciaux. Mais par contre, ce que tu dois avoir, c'est tu dois être sûr que ton café, il est d'extrêmement bonne qualité. Toi, tu l'as dit toi-même, ton café, c'était le meilleur de l'île. Parce que si jamais ton café, c'est juste un Starbucks, ben, tu peux pas te battre contre le marketing de Starbucks. Des fois, les gens, ils ont envie d'être assis. Donc, flemme de ne pas pouvoir s'asseoir, de me barrer avec mon café, machin. Euh, faut pas qu'il y ait de queue. En Enfin, fait, faudrait que ça aille vite.
l'idée, justement, c'est d'avoir non seulement réussi à standardiser un maximum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 choix, il y a 1, 2, 3 cafés max, et après, il y a 1, 2 choix de cookies max. Donc, on standardise, c'est toujours la même chose. Limite, en faire le branding, c'est un choix simple. Ouais. Tu viens, tu prends, tu viens, tu prends, tu viens, tu prends. Comme ça, en plus, le turnover au niveau des clients est hyper rapide. Hop, en 2 secondes, ils ont ce qu'il faut, ils payent leurs 10 euros et ils partent. Et puis au-delà de ça, le but, c'est pas forcément, on n'est pas forcément en concurrence avec les autres cafés parce que le besoin est différent. Là où dans un Starbucks, tu vas plus chercher à te poser, c'est poser même avec ton ordinateur, parler ce que tu veux. Là, on est de passage. Hop, c'est la pause, on Ouais. prend le truc, on dégage. Hop, c'est la pause, tu viens, tu pars, tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Avec une qualité extrême et un choix extrêmement réduit. Et comme tu l'as dit, un très bon branding, je pense qu'on peut très bien imaginer des brandings très intéressants sur les réseaux. D'ailleurs, j'ai trouvé, pas la même chose, mais j'ai trouvé le système de food truck, mais pour nourriture pour chiens et chats, incroyable. Et ça fait le tour des États-Unis comme ça. Ils ont une marque e-commerce d'ailleurs qui font, il y a plus de 200 000 de trafic tous les mois. Mais de base, c'était un food truck qui est un peu partout aux États-Unis pour chiens, pour chats. Et donc voilà, ce système de dire, Attends, on a la mobilité. Je voudrais juste arrêter 2 secondes là. À quel moment un food truck chien-chat, ça fait du sens? Parce que tu viens sur le chemin du retour du taf, tu t'arrêtes pour acheter de la bouffe à ton chien. Mais une seule portion? En fait, l'idée, c'est d'être dans les villes surtout et de venir avec ces animaux. De venir avec ces animaux parce qu'ils vont pouvoir s'amuser, parce qu'ils vont pouvoir voir d'autres animaux. Je suis en train de trouver le lien pour les auditeurs. Mec, ça, c'est le genre de business, tu vois, que moi, je comprends pas. Parce que tu vas au supermarché, tu es d'accord avec moi, ou même chez le veto si tu veux des trucs de qualité. Bon, j'ai pas d'animaux, donc ceux qui ont des animaux en commentaire peuvent nous corriger et nous dire qu'on a tort, mais potentiellement. Mais t'achètes chez le veto ou au supermarché X kilos de bouffe de chien, tu vois, et t'en as pour le mois où ça se conserve méga longtemps de mémoire. Non, mais en fait, c'est des business qui n'ont rien à voir. Parce que là, mec, tu parles comme une personne qui. Tu m'entends bien ou pas? Ouais, je t'entends Ouais, parfaitement. c'est super. Ouais. Tu parles comme une personne qui a besoin de s'acheter des pâtes pour se nourrir. Et donc, il va s'acheter des pâtes pour se nourrir et il va au supermarché. Euh, les personnes qui ont des animaux de compagnie, ils veulent la meilleure des choses pour eux. Ils veulent leur offrir une expérience. Ils veulent leur offrir des cadeaux. Et en fait, ils vont là-bas parce qu'il y a un branding du type, bah, on est les amis des chiens, tu vois. On est les amis des chiens, on est les amis des chats, et vous allez pouvoir venir là et vous faire plaisir et créer et faire plaisir aussi à vos animaux. Mais bouge pas, je retrouve le lien rapidos. Ah ouais, pour moi, c'est faux. Que tu essayes d'avoir la meilleure bouffe en termes de qualité pour ton chien, ça je comprends totalement parce que tu veux pas qu'il soit malade et tout. Mais le branding, mec, moi je te dirais que le chien il s'en fout, mais vénère, tu vois. Mec, ouais, En mais le fait, chien, bien sûr, mais c'est jamais au chien que l'on vend, c'est toujours ben, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est parce que la personne, le branding l'a fait kiffer, qu'elle se dit ah c'est bien pour mon chien. Enfin, tu vois le truc, c'est qu'en fait elle achète pour le chien, mais à travers elle. Tiens, regarde, je t'envoie le lien si tu veux. Et pour les auditeurs, je le mettrai dans la description. C'est themobilebarkery.com. Donc, The Mobile, Barkery, Barkery.com. Ils ont Incroyable. plus de 63 000 abonnés sur Instagram. 67 000 abonnés sur Instagram, pardon. Et voilà, le but, c'est un food truck pour chiens. Et donc, ils vont d'endroit en endroit. C'est comme si on allait acheter une pizza, mais c'est un rendez-vous pour les chiens. Ils y vont tous, ils se font plaisir. T'as aussi peut-être une En effet, dimension sociale ah, mais entre les gens. c'est sûr, bien sûr. Ouais, clairement. Grâce au chien, tu vois. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que dans les datas qui remontent, on voit que les personnes seules ont tendance à dépenser beaucoup plus pour leurs animaux, beaucoup plus pour leurs chiens. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où on est seul, on dépense plus, donc on va dans ce genre de choses et potentiellement on rencontre des nouvelles personnes en plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça Mais qu'il y a plein de personnes qui conseillent de plus en plus, lorsque l'on veut vendre de la nourriture ou n'importe quoi, des jeux, des jouets pour les animaux, de mettre en avant la solitude des maîtres. Vous êtes ouais, seul, filez plus d'argent enfin, dépensez plus d'argent pour votre animal. mais mec, ça fait plusieurs épisodes qu'on tourne autour de la question, mais le business de la solitude, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui est en train d'exploser. Le business de la solitude, pour le coup, alors ça n'a rien à voir avec l'épisode, je fais juste une petite parenthèse. Si aujourd'hui j'étais entrepreneur, je pense, enfin, entrepreneur qui se lance, j'entends, évidemment, je pense que un des trucs que j'essaierais vraiment de regarder, c'est des business qui viennent
sous couvert d'autres choses à la limite, mais qui viennent attaquer la problématique de la solitude. C'est un peu ce qu'on fait avec NBS en permettant aux gens de se rencontrer. Mais au-delà de ça, je pense que dans tous les secteurs de la vie, lutter contre la solitude à l'époque de l'hyper-digitalisation et, voilà, et de l'excès de connectivité, je pense que c'est un vrai fléau et c'est du coup, évidemment, un vrai business. Et j'ai une question sur ça pour toi. Est-ce que tu penses que le fléau, c'est l'hyper-digitalisation ou est-ce que tu penses que le fléau, c'est les connexions ultra superficielles qui sont, pour la plupart du temps, amenées par la digitalisation? Le numéro 2. C'est pas l'hyperconnectivité. L'hyperconnectivité, théoriquement prise comme ça, elle est censée nous connecter plus. C'est le fait qu'on l'ait utilisé pour avoir des connexions qui ne sont pas satisfaisantes. Tu sais, les Américains, ils disent fulfill. Tu vois, t'es pas, comment dire, t'es pas heureux avec ces connexions. C'est pas parce que tu envoies un mème à un de tes potes, tu vois. Moi, j'ai des potes, j'ai des amis que j'aime beaucoup. Ils se reconnaîtront peut-être s'ils voient cette vidéo. Et honnêtement, je les aime beaucoup, mais je pense que sur la dernière année, notre seule discussion, c'est un échange de mèmes ponctué de temps en temps d'un haha ou ce genre de truc. Tu vois, et je les aime beaucoup, hein, mais c'est des mèmes envoyés une fois par semaine. Sauf que dans la réalité, on n'a pas eu une discussion sérieuse depuis 6 mois. Alors moi, je le sais, tu vois, j'essaye de faire différemment, j'essaye d'appeler de temps en temps, on essaye de se voir, on essaye de machin, mais tu peux te laisser embarquer là-dedans. Et donc, en fait, tu es ultra connecté, mais seul, intellectuellement parlant. Et donc, du coup, est-ce que finalement, une solution qui permettrait d'ultra connecter les personnes, enfin, pardon, pas d'ultra connecter les personnes, mais qui permettrait de créer des connexions profondes en ligne, permettrait de solutionner cette problématique ou donc quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, on a quand même besoin de se retrouver en physique. Parce que à l'inverse, je connais beaucoup de personnes qui se retrouvent en physique, mais qui n'ont pas pour autant les discussions profondes et qui restent aussi de manière extrêmement superficielle, qui jouent un rôle, qui ne sont pas eux-mêmes, qui ne rentrent pas en profondeur dans les sujets et qui finalement sortent de là comme une discussion WhatsApp. Tu viens de te rendre compte qu'il y avait plein de cons, en fait. Mais non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, tu sais, on a tendance à dire que c'est la faute des réseaux, ça nous empêche de nous retrouver, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se retrouvent pour faire des small talks où ils vont jouer un jeu social, mais qui finalement vont être tout aussi malheureux et surtout vont peut-être tout autant se sentir seuls, malgré le fait qu'ils se retrouvent physiquement avec d'autres personnes. Parce que justement, ils vont pas en profondeur des sujets, parce que finalement, il n'y a pas de connexion profonde de stimulation. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste que ça, à mon avis, la connectivité en ligne a décuplé le truc. C'est juste que, en fait, c'est small talk, c'est ce jeu social qui se met en place et qui existe depuis toujours. C'est juste qu'en fait, il est accentué violemment par les réseaux. Mais je suis d'accord avec toi, ça date pas de là. Il y a Gary Vee qui disait un truc hyper intéressant. Gary Vee qui disait, mais arrêtez de critiquer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est qu'un miroir de qui nous sommes, un amplificateur. Et en fait, cet amplificateur, bah, en effet, aujourd'hui, on arrive dans des situations comme ça. Mais je pense que ça a toujours été le cas. Par contre, c'est plus facile d'avoir une relation à l'inverse profonde quand tu es en face à face. Parce que quand je suis avec mon frère ou mon meilleur ami, ou voilà, je m'amuse pas à lui envoyer des mèmes quand il est dans la même pièce que moi. Même si on regarde un mème ou une connerie à la télé, on rigole ensemble en mode ah t'as vu enfin je sais pas quoi, tu vois, il y a un truc qui se passe, c'est marrant, on débriefe sur le truc, voilà. Et ça c'est du détail, mais c'est du détail qui enrichit la relation versus il a reçu le truc 2 heures plus tard, il a rigolé et fin de l'histoire. Et donc pour répondre parfaitement à ta question, je pense qu'il y a un vrai business pour créer des relations profondes en ligne. Je pense juste que d'un point de vue purement économique, c'est moins sexy parce que tu peux pas devenir une star, entre guillemets. Qu'est-ce qui a porté les réseaux sociaux? On dit souvent, oui, c'est la pub, c'est machin. Mais c'est aussi le fait que tu regardes ce que font tous les autres, et notamment les stars, les influenceurs, tous ces mecs-là. Et du coup, ces influenceurs ont porté les plateformes. Tu vois, ils ont fait de la visibilité, ils les ont mis en avant, les gens les aiment, donc ils reviennent, machin, nanana. Dans un truc où des relations seraient profondes, c'est comme dans ta famille. Il n'y a pas d'influenceur dans ta famille. Enfin, tu vois, parce que quelqu'un dans ta famille réussit bien que ça change la perception que tu as de lui.
Et donc, tu pourrais passer du temps sur la plateforme, donc potentiellement être exposé à de la pub. Le temps de client, enfin, on va dire le temps de serveur disponible pourrait être tout aussi grand, voire plus grand. Mais pour autant, tu n'auras pas ce côté très mercantile, vente de trucs et tout, qui a quand même porté le développement économique, j'entends, des réseaux sociaux. Donc je pense que oui, mais ce ne sera pas facile. Et d'ailleurs, tu le vois avec un truc très simple. Aujourd'hui, LinkedIn, qui est censé être un peu plus qualitatif que, disons, Instagram, LinkedIn vaut peut-être un dixième d'Instagram en termes de market cap. Je connais pas le prix exact, mais tu vois, on doit tourner à ça. Ouais, mais enfin, honnêtement, alors c'est très facile à dire. Hein. J'ai pas fondé LinkedIn et je suis pas donc à prendre avec des pincettes, mais je pense que LinkedIn pourrait faire beaucoup mieux. Je pense que LinkedIn pourrait trouver des business models qui sont quand même. Ils ont, je sais pas combien d'utilisateurs ils ont, mais ils doivent en avoir des centaines de millions, si ce n'est 1 milliard. Je ne connais pas exactement leur chiffre, mais ça met. Enfin bref, je sais pas exactement combien ils sont, mais ils ont presque tous les professionnels de la planète. Je caricature, j'abuse, mais en gros c'est ça. Ils ont des personnes qui ont un pouvoir d'achat dingue. Et ce qu'ils leur proposent, en gros, aujourd'hui, ça va être de la publicité qui est mal gérée. C'est-à-dire que je connais personne aujourd'hui qui est rentable sur la publicité LinkedIn. C'est un peu comme Twitter, quoi. On n'arrive pas à être rentable, on n'arrive pas à trouver de la rentabilité, ce qui est extrêmement dommage. J'ai jamais rencontré quelqu'un depuis que je bosse dans la tech. Je n'ai jamais, enfin, dans les métiers autour, hein, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est rentable sur de la pub LinkedIn et qui le fait à long terme. Je ne connais que des gens qui ont fait un test qui ont arrêté. Même moi-même, à un moment, j'en faisais et j'ai arrêté. Voilà. Donc, et donc, de un, c'est extrêmement dommage. Et de deux, ils ont la possibilité aussi de beaucoup plus devenir une marketplace qu'ils ne sont pas encore aujourd'hui. Une marketplace pour beaucoup de choses. Marketplace pour les VC et les start-upers en prenant un fees. Marketplace pour des rencontres entre professionnels, j'entends. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus une mauvaise plateforme d'ads et une plateforme aussi de prospection. Où en gros, tu payes la LinkedIn Premium, tu payes ça à 100 € par mois, un peu plus, et tu as accès à tous les contacts qui t'intéressent que tu peux shooter par email. Ouais. Je pense que, vu le panel qu'ils ont, ils pourraient avoir un business model plus intéressant pour eux. C'est très probable. Encore une fois, on n'a pas fondé LinkedIn, donc on va rester prudent. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a probablement plein de trucs à faire. D'ailleurs, ils ont essayé à des moments divers trucs. Hein. Okay. Et là, tu vois, le fait d'essayer d'aller sur du TikTok-like, parce que maintenant, ils ont fait des Reels. Et en fait, c'est ça. C'est ça, mec, la grosse problématique aujourd'hui des plateformes, c'est qu'il n'y a plus de créativité. Il n'y a plus aucune créativité. Il n'y a plus d'essais, il n'y a plus de tests. Alors peut-être ils doivent faire des tests, mais soit ils font des tests sur des micro-niches et donc on n'en voit jamais le jour, soit ils osent même pas faire ces tests parce que à cause de la biographie de la boîte, parce que à cause du statut, on veut pas être celui qui essaye un truc qui marche pas ou que sais-je. Mais il y a plus vraiment de créativité, on prend un truc qui marche ailleurs et on le copie 26 000 fois. 26 000 fois. Alors que je pense surtout sur une plateforme professionnelle, et c'est aussi, en toute honnêteté, c'est aussi ce qu'on essaie de faire au sein du Sanctuary NBS, c'est essayer d'amener de la créativité, de la nouveauté sur une plateforme de réseau social professionnel, parce qu'à la fin de la journée, c'est un réseau professionnel qui est social, un réseau social professionnel, quoi. Donc, à ramener de la connexion profonde entre les membres, ramener du conseil bienveillant entre cerveaux qui fonctionnent bien et qui peuvent s'entraider et se partager les idées, qui, bam, d'un coup, peuvent faire décoller des activités ou débloquer des problématiques ou amener des nouvelles idées. Et puis derrière, arriver avec des features, c'est tester des choses. On se prend un mur, c'est pas grave, mais on teste des choses et on avance. Et je trouve ça dommage parce que quand tu as la puissance de LinkedIn, tu pourrais faire des trucs vraiment, vraiment stylés. Il doit avoir énormément de data. Pourquoi ils ne deviennent pas une sorte de Exploding Topics puissance 10 000 c'est-à-dire qu'on paye un abonnement de 999 € par an et on a accès à la data au niveau de la consommation, au niveau des intérêts, au niveau de ci, au niveau de ça. Ils peuvent rendre ces data de manière publique, pas juste les utiliser pour leur algorithme au niveau des ads, mais les rendre publics sous paiement bien sûr, mais permettre à ces professionnels justement d'avoir accès à l'évolution de la consommation, des types de posts qui les intéressent. Ils pourraient à mon avis partager ce type de data-là. Enfin, je crois, hein, je sais rien, mais je pense que voilà, ils peuvent être hyper créatifs sur tous les outils. Ils pourraient devenir le go-to
pour tous les professionnels qui ont besoin d'informations, de data, de tendances, de mise en relation, voilà, d'argent, de capital, ce que tu veux. De talent, ils le Ouais, font je suis déjà un d'accord peu, avec mais toi. Ok. Ouais, excuse-moi, pardon. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a beaucoup de niches qui sont inexplorées. Et en effet, tu l'as très bien dit. Une fois qu'une boîte devient grosse, ça devient difficile d'être plus créatif. C'était Peter Thiel dans une interview il y a quelques années déjà, hein, il y a assez longtemps, qui disait Google est devenu une holding technologique qui achète des boîtes, mais qui n'innove plus en interne. Et c'était déjà il y a, j'ai pas envie de te dire 10 ans, mais cette vidéo, elle doit dater au moins de 2016, tu vois. Donc il y a 8 ans déjà. après, je comprends. Hein. C'est aussi un move qui a réussi Facebook. Ils ont réussi comme ça aussi. Meta. Ah ben non, attention, hein, moi je comprends le truc. Tu peux pas être tout le temps créatif et surtout tu peux pas tout le temps sortir des bangers. Je veux dire, sortir un Facebook, c'est arriver au bon endroit, au bon moment, l'énergie d'un founder qui porte le truc, enfin, c'est compliqué. Réussir à le faire 2 fois, comme l'a fait Apple, on va dire une fois avec l'iPhone, une fois avec l'ordinateur personnel, ben, à ma connaissance, c'est le seul. Les autres, tu vois, Microsoft, bon, ils ont sorti Microsoft au départ sur le logiciel, très bien, ils ont sorti leur banger, entre guillemets, avec Excel, machin, toute la suite, ok. Mais après, tu vois, Xbox, ils sont rentrés sur le marché des années après les autres, et ils ont amélioré certains trucs, mais ils ont globalement copié ce que faisait PlayStation et copié des business models qui venaient de tout le monde du jeu vidéo. Et après, tu vois, ils achètent des marques de jeux vidéo, ils achètent des trucs. Ben, ils ont acheté d'ailleurs LinkedIn. C'est pas eux qui ont inventé le réseau social professionnel, c'est des mecs qui ont créé ça, voilà, et Microsoft l'a racheté. Pour que Teams fonctionne, ils ont racheté Skype, tu vois. Donc, souvent, c'est l'ordre des choses. C'est rare de sortir plusieurs bangers vraiment inventés par la boîte. Faudrait qu'on voit ça. Faudrait qu'on fasse un épisode sur ce sujet. Quelle boîte a réussi à se réinventer plusieurs fois, tu vois? Moi, il y a toujours un cas qui me sidère, c'est Snap. Pour moi, Snap, ils ont inventé un truc, ils n'arrivent pas à s'en décoller. Et moi, tu vois, je crois pas en Snap, par exemple. Et je le dis depuis tout le temps, depuis des années, je ne crois pas en Snap. Alors, on me dit, ouais, t'as tort, t'as tort, t'as tort. Et c'est vrai, jusqu'à maintenant, j'ai tort. Hein, la boîte est très grosse. Elle est cotée en bourse. Elle a des résultats qui sont Elle croit aussi. corrects. Pardon? Elle croit aussi. Ouais, elle croit. Et pourtant, sur le long terme, je dis toujours, moi, je ne crois pas à Snap. Pour moi, quand la génération qui utilise Snap va passer, ça va péricliter. Et peut-être que j'ai tort, tu vois, ils vont réussir à se réinventer un truc, mais. Non, mais t'as raison. C'est-à-dire que, en fait, ils se sont fait dégommer dans tous les sens parce que leur concept a été repris un peu partout. Et donc maintenant, il y a beaucoup moins l'intérêt de. Finalement, c'est comme TikTok. Je veux dire, si un jour les personnes perdent l'habitude d'aller sur TikTok, et ça va pas être une problématique parce qu'ils auront Instagram et ils auront toute leur habitude sur Instagram. Exactement. Mais Je trouve que là où Snap aurait pu être fort, et c'est ce qu'a très bien fait Google, ou ce qu'a très bien fait Facebook, et voilà, c'est d'acheter ou des concurrents ou des business annexes pour prendre cette place dominante et ne jamais la lâcher. Parce qu'après, il y a des effets de réseau, de levier et de volume qui font que bah, tu deviens très attractif. Si Facebook, ils étaient restés uniquement sur Facebook, ils n'achètent pas WhatsApp, ils n'achètent pas Oculus, ils n'achètent pas Insta, je pense que Facebook aurait été. On dit que ça revient un peu là, machin, mais en tout cas, sur les 5 dernières années, Facebook aurait été en difficulté. ouais, je suis assez En d'accord. grande Et, et, difficulté, je pense. et, et c'est pour ça que c'est remarquable de voir ce que fait Telegram. Et c'est aussi pour ça que Telegram arrive. Parce que Telegram, parmi les grosses plateformes technologiques aujourd'hui, c'est la seule que je vois être autant dans l'innovation, tester des nouvelles choses. L'histoire des canaux sur Telegram, ça n'existait pas sur WhatsApp. Ça n'existait pas ailleurs. L'histoire de. Enfin, tout ce qu'ils arrivent à mettre en place d'un point de vue expérience utilisateur ou d'un point de vue features, aucune autre plateforme de messagerie proposait ça avant. Et, et c'est remarquable parce que finalement, si je ne dis pas de bêtises, Telegram, c'est quoi? C'est 50 personnes, 30 personnes qui bossent? Ouais, c'est entre 30 et 50. Je crois que le vrai chiffre, c'est ouais, c'est 40, 30. Je crois que c'est Et, 30 qu'il a annoncé. et à ce qui paraît, c'est que des techs. C'est que des techs. Et la Ouais, il n'y a plupart même de pas de product l'innovation, manager. exactement. Et toute l'innovation vient de Pavel Durov.
Ouais, mais c'est normal parce que lui, c'est encore une boîte qui est complètement founder-led. Il a jamais levé 1 euro. Il a 100% des parts. Il fait ce qu'il veut. Il en a rien à branler. Il n'y a pas de Et, bureaucratie. et- et pourtant, c'est une boîte qui vaut déjà 15 milliards. Même peut-être plus. Oui, mais c'est une boîte qui est à la fois non cotée et qui n'a jamais levé. Donc, on dit qu'elle vaut 15 milliards, ce qui est probablement vrai. Mais en fait, le problème, c'est que si elle voulait se confronter au marché, elle serait obligée donc de vendre des parts pour être valorisée officiellement ou de se coter en bourse. Et donc, quand tu te cotes en bourse, bah, tu es obligé de vendre des parts, sinon tu te cotes pas en bourse. Enfin, elle serait obligée de passer par une ouverture du capital. Et là, ce serait un autre sujet. Parce qu'il y aurait des mecs avec leur mot à dire qui commenceraient à mettre les mains dans le truc. Et t'es pas sûr qu'elle soit toujours aussi innovante. D'où l'idée de Pavel Durov de ne jamais lâcher la gouvernance de Telegram. Oui, mais du coup, concomitamment, il ne vaut jamais vraiment 15 milliards. Mais attends, il a 1 milliard d'utilisateurs, des centaines de millions d'utilisateurs quotidiens. Il n'est pas encore rentable, certes, mais il doit, à mon avis, si je crois il se rapproché. J'avais fait un post sur Telegram. Il se rapproche de l'équilibre. C'est le seul, c'est le seul honneur d'une boîte qui fait peut-être plusieurs centaines de millions de CA par an. Bon, ça va, à la limite, même, il s'en fiche. Il n'a même pas besoin de vendre quoi que ce soit ou de prouver quoi que ce Ah soit. non, mais Si attention, demain il fait 1 milliard de revenus annuels, je veux dire, il n'aura pas besoin de lever des fonds ou de lâcher des parts pour se valoriser des dizaines de milliards. tout à fait d'accord avec toi, il s'en fout complètement. Mais en fait, lui, il joue même pas le jeu de la valorisation, parce que je pense pas qu'il veuille revendre. Le jeu de la valorisation, tu le joues quand tu veux sortir de ta boîte et revendre ou t'introduire en bourse, parce que ça te permet, notamment quand tu es un founder et que tu as beaucoup d'actions cotées en bourse, ça te permet d'emprunter contre ces actions. Parce que ça devient un actif liquide que ta banque peut saisir. Tu sais, on entend toujours, oui, Mark Zuckerberg, il se paye 1 euro par an ou ce genre de truc. Mais le truc, c'est qu'ils ont tellement d'actions que ces actions, ils peuvent emprunter des lignes de Lombard contre ces actions, donc des lignes de prêt, voilà. Et que tant que tu n'empruntes pas 80% de ce que tu as dans les stocks, eh ben, on ne vient pas te faire chier, tu rembourses hyper lentement, voire tu rembourses, entre guillemets, jamais. Et c'est pour ça que de temps en temps, tu les vois vendre plein de parts. On dit toujours, ouais, il va se passer un truc sur Amazon, Bezos a vendu 100 millions de parts. Bah non, c'est juste qu'en fait, il doit rembourser les prêts qui fait le reste du temps. Ouais, ou débloquer de l'argent pour Blue Origin, 1 milliard tous les Ou, ans. voilà, ce genre de truc. Et là, tu as Jensen Huang. Tout le monde a eu peur parce que Jensen Huang a vendu 550 millions d'euros d'actions Nvidia. Ouais. Mais il devait avoir des lombards, enfin, des prêts, des trucs qui courent depuis longtemps. Et je me posais la question à quel point est-ce que il pourrait y avoir enfin, quelle gueule aurait le prochain réseau social à la Telegram? Quelle feature unique, quelle narrative ils auraient dès le début? Alors, je T'as une ne sais idée? pas, mais ça. Alors, je n'ai pas d'idée aussi précise que ce que tu viens d'évoquer. Mais par contre, et on va comme ça retomber un peu sur notre thème de base. J'ai vu ici une appli qui pourrait être un début de réponse. Ok. Ici, ils ont une appli qui s'appelle Juice, comme du jus, en fait. Et cette application, c'est une sorte de néobanque sociale. Moi, je leur ai dit, ah, mais en fait, c'est Revolut. Ils m'ont dit, pas du tout. Pas du tout. L'appli, en fait, c'est une espèce de super app à la chinoise, tu vois, avec un ensemble de fonctionnalités, mais délirant, qui te permet de faire plein de trucs que tu peux pas faire en Europe. Je te donne un exemple. Par exemple, avec ton appli, ton gamin a oublié son portefeuille, tu vois, pour manger le midi, ou, je dis ton gamin, mais ou un pote, il s'approche d'un distributeur. Toi, tu dis à quel distributeur il est sur une map, t'envoies un code, et lui, il tape le code sur le distributeur, ça lui sort des billets. Ah, c'est T'as fou. aussi. Donc, déjà, ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Tu as évidemment toutes les fonctionnalités à la Lydia, Revolut, genre je t'envoie des virements, ça arrive tout le temps, machin, enfin, ça arrive tout de suite. Je peux te faire des factures et ainsi de suite. Tu as une fonctionnalité à la Tricount, donc compte entre potes et tout ça.
on monte des cagnottes, voilà. Alors, c'est pas un narratif, si tu veux, réseaux sociaux à la Telegram, mais par contre, je trouve que c'est une app qui, eux, leur permet de s'affranchir, entre guillemets, des banques, même si paradoxalement, l'app en question a été créée par une banque. Mais ça te permet de t'affranchir de la lourdeur bancaire, et je trouve que ça va dans l'idée de simplification et on va dire de non-contrôle des banques, tu vois, parce que ça te permet de faire transiter du cash, du vrai cash, quoi, enfin, tu vois, au sens du liquide, des pièces, des billets. Ça te permet de t'arranger avec des potes pour acheter des trucs à plusieurs, ça te permet de t'arranger avec des potes pour faire des tricounes, ça te permet d'avoir toutes les fonctionnalités classiques, ça te permet de payer des mecs avec des QR codes quand bien même les mecs n'ont pas de terminaux de paiement. Parce qu'aujourd'hui, les terminaux de paiement, nous, en Europe, on s'en fout, tout le monde a un truc pour payer par carte. Sauf que l'autre jour, je suis allé bouffer dans un resto ici. On a payé 25 € à 4 pour un repas très très correct. Bah, mec, tu te doutes bien qu'à 25 €, quand le truc de base, en gros, pour faire venir la carte, c'est, je sais plus, 3 € par virement plus 5%, tu vois, ou ici c'est hyper cher. En fait, le restaurateur, il dit juste, non, non, t'inquiète, tu me scannes mon QR code, je le reçois sur mon téléphone, fin de l'histoire. C'est pas un réseau social, mais ça te permet d'organiser une vie sociale de manière assez décentralisée, en fait. Décentralisée, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de manière très très facile. C'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être que, comme tu le dis très bien, le prochain big réseau social, ce sera un réseau social qui arrivera à mélanger deux thématiques, le côté social et le côté financier. Le côté on parle socialement et puis le côté on se rencontre physiquement. Enfin, le côté, Ouais. je sais pas, peut-être qu'en fait ce sera on attend généralement un truc qui pop avec une promesse spécifique, alors que finalement tout a été fait à ce niveau-là et que la prochaine innovation va être de justement essayer de fusionner deux narratives de deux mondes différents. Ouais. Ouais, hyper intéressant. Je pense que, tu vois, il y a des trucs à creuser là-dedans. Et je pense que. Parce qu'en fait, il faut toujours se dire que on a eu en très peu de temps, historiquement, j'entends, énormément d'innovations. Il faut se rendre compte que sur les 15 dernières années, n'importe quel mec un peu smart, un peu débrouillard, qui a envie d'être entrepreneur, a lancé son app, C'est fou son ça. site, son compte sur les réseaux sociaux, sa formation, son programme en ligne, son je sais pas quoi. Enfin, tu vois, faut se rendre compte que c'est des centaines de milliers de gens intelligents qui ont balancé de l'énergie, du jus de cerveau et évidemment beaucoup de fric à l'avancée du numérique. Et j'écoutais une interview, je crois que c'est encore Peter Thiel, qui disait, paradoxalement, dans ce même temps, comme tout le monde s'est concentré là-dessus, on en a oublié les innovations profondes, tu vois, le nucléaire, le voiture volante, tous les trucs. Tous les trucs, par contre, qu'on a vachement connus dans la période 50 jusqu'à milieu des années 80. Et à partir de la fin des années 80, on a basculé sur du numérique, tu vois. Mais ça, c'est hyper intéressant. Je lisais un article justement qui allait dans ce sens en disant que le modèle à la YC est en train de péricliter parce que de base, eux, ils jetaient un petit ticket pour permettre à les entrepreneurs de bâtir sur une innovation déjà existante. On crée une application mobile, mais génial, mais le téléphone existe déjà, l'iOS existe déjà. On crée des SaaS, mais génial parce qu'il existe déjà des plateformes pour accélérer le développement. Et vu qu'aujourd'hui, toutes les graines ont déjà été chopées, tout a déjà été fait finalement, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour qu'une boîte d'i Combinator eh bien, devienne une véritable licorne et puisse exploser, puisque la concurrence, elle est énorme. Et du coup, on arrive à une ère où les petits tickets à 100 000 balles ne suffisent plus aujourd'hui pour réellement se démarquer. Et donc, ce qu'il faudra pouvoir mettre en place, c'est des incubateurs qui mettent des tickets beaucoup plus gros, mais cette fois-ci pour de la deep tech. Pour juste, on change d'échelle et on change de terrain de jeu et on quitte cet océan rouge finalement avec tout qui a été fait et on va juste venir changer une variable, un UX, un prix ou que sais-je, qui ne suffit pas à réellement se différencier, à réellement passer de 1 million de ballots à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards.
Mais clairement, parce que si tu veux, alors je suis d'accord avec toi, le seul problème c'est que le modèle YC, il est cool parce que 100 000 balles, c'est pas grand-chose. Les fonds de VC pour faire démarrer un truc, ça leur coûtait entre guillemets pas grand-chose, versus quand il fallait monter des milliers de mètres carrés d'usine sur des terrains hors de prix, c'était un autre délire quand même. Et ça, si tu veux, je pense qu'on est aussi tombé dans une zone de confort où on se dit, bah ouais, je préfère monter une app qui peut-être va valoir 1 milliard qu'un truc très compliqué dont les chances que ça vaille 1 milliard sont tout aussi faibles que l'app. Mais par contre, au lieu d'avoir joué 10 000 euros de ma poche ou 100 000 euros ou je sais pas combien, j'ai joué 15 millions pour démarrer. Je te parle pas des tours d'après, des séries B, C, machin, c'est un autre sujet, mais le démarrage, aujourd'hui, tu démarres avec rien. Ouais, non, mais justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est un modèle qui cartonnait jusqu'à présent. Enfin, ouais. C'est pas forcément ma croyance, mais c'est l'article que je lisais. C'est un modèle qui cartonnait jusqu'à présent, jusqu'au moment où tout avait déjà été fait, plus ou moins, et que finalement, pour réellement maintenant arriver à se différencier, bah, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ce serait limite plus intéressant pour les incubateurs, pas pour les incubateurs, mais pour les fonds d'investissement, de mettre des billets plus gros, parce que maintenant, les probabilités pour qu'un truc marche avec un billet petit parce que ça attaque un marché où il ne faut pas investir énormément, type application mobile, type SaaS, et ben, il est beaucoup plus faible. Là où mettre un ticket plus gros sur un truc, hier, c'était les probabilités de chance étaient plus faibles, aujourd'hui, c'est l'inverse. Bon, à baquer par de la data, je sais pas, mais ça pourrait. Non, mais entièrement, enfin, ouais, non, mais c'est un vrai sujet. Abonnez-vous, et puis si vous voulez, eh bien, rejoindre un groupe avec 5 autres chefs d'entreprise, un groupe sur mesure en fonction de vos besoins, des personnes avec qui vous souhaitez discuter. Surtout, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien qui va vous rediriger vers les sanctuaires NBS. Et puis, voilà, vous allez pouvoir en savoir un peu plus. Mais écoutez, à la semaine prochaine. À dimanche prochain. À la semaine pro.